Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Voilà, ma position fait qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à passer du temps sur les réseaux et du coup voilà, j'attends un petit peu qu'il y ait du monde, si c'est possible, voilà, de partager ce live. Je vais essayer d'être rapide, j'ai pas envie de faire un live d'une heure parce qu'on passe trop de temps devant les écrans. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire voilà, plusieurs appels à la mobilisation ou des demandes qui m'ont été faites. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse le lien entre les uns et les autres parce qu'il est urgent vraiment à l'heure actuelle de s'organiser par rapport à tout ce qui nous tombe sur le nez là depuis un an ou deux et puis tout ce qui est en train d'arriver aussi. La situation est très inquiétante. Et donc, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et pas s'organiser. Il faut absolument trouver des solutions, de quoi créer du réseau, de l'entraide. Donc voilà, dans un premier temps, on est en train de relancer le média papier et on cherche à faire une enquête au sujet de différents témoignages avec des interviews sur les personnes victimes des effets secondaires de la vaccination, sur les personnes qui ont perdu leur emploi par rapport au refus du pass sanitaire et de la vaccination. On essaye de se concentrer sur les soignants aussi et les différents CHU. On a donc envie, par exemple, j'ai reçu un témoignage par rapport à la médecine du travail. À l'heure actuelle, il y a, excusez-moi, juste 2 secondes. Voilà. À l'heure actuelle, au niveau de la médecine du travail de l'hôpital, il y a plusieurs signalements qui nous ont été revenus, comme quoi bah, on a interdit à certains soignants de travailler, mais à l'heure actuelle, la plupart des soignants sont vaccinés et certains sont positifs. Et malheureusement, il y a trop de délai entre le moment où les gens sont détectés positifs alors qu'ils sont vaccinés. Et donc, il y a beaucoup de patients qui sont en contact avec des soignants qui sont porteurs du Covid et qui continuent de travailler. Et apparemment, donc, il n'y aurait pas assez de vigilance vis-à-vis des médecins du travail. Alors, c'est pas pour leur jeter la pierre, hein, parce qu'ils sont sans doute débordés. Mais donc, voilà, ça montre encore une fois que entre les personnes qu'on a mis sur le côté pas vaccinées et la vaccination et ceux qui continuent de travailler mais qui propagent encore le virus, il n'y a pas vraiment d'efficacité et ça cause beaucoup de problèmes économiques pour au final très peu de résultats, en tout cas une population qui n'est pas protégée comme il se devrait. Donc voilà, on appelle à un maximum de mobilisation autour de ces témoignages pour nous confirmer ou pas la véracité de ces propos. Donc avis à ceux qui connaissent éventuellement des médecins du travail qui travaillent aussi bien à Ajaccio que Bastia. S'ils veulent nous faire un petit témoignage, on serait ravis de pouvoir les écouter. Dans la bienveillance, hein, on est tous responsables et on participe tous à tout ça. On n'a pas forcément euh, de raison de se culpabiliser, mais si on peut interagir en toute transparence et donner la parole à chacun pour voilà, faire état de ses problèmes, de comment il pourrait envisager des solutions, c'est quand même aussi un travail citoyen important à mettre en place. Donc voilà, ça c'est dit. Donc cette enquête, on va essayer de la mener en 10-15 jours. Ce serait bien que ça puisse sortir pour la mi-novembre maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à diffuser cette information et il y a mes contacts sur la page Facebook, vous me trouvez très facilement. Je ferai le lien, donc, et s'il faut se déplacer, je me déplace très volontiers. Ensuite, donc, on a aussi 2 réunions à venir autour des écolieux. Je ne peux pas donner de détails sur cette réunion, mais donc les citoyens aussi en ont un petit peu marre d'être tous de ce côté individualiste de la société. De plus en plus, les écolieux sont vus comme des solutions aussi à ces problèmes sociétaux qui sont l'égoïsme, le manque de solidarité, etc. Donc, il y a une réunion d'organiser ce samedi dans le centre Corse. Je vous invite donc à contacter le collectif INSEM Escole pour plus d'informations sur l'heure et le lieu. Je sais qu'il y a des places limitées et ils ne peuvent pas accepter tout le monde, évidemment avec les conditions
des mesures de gestes d'entraide et d'amour, etc. Donc voilà, voyez avec le collectif INSEM ESCO, là vous trouverez de quoi trouver les renseignements supplémentaires. Il y a une réunion école démocratique aussi qui se met en place, ce sera en centre Corse aussi. Le lieu et la date est à prévoir en fonction des personnes intéressées, parce que voilà, ça sert à rien de poser une date s'il n'y a personne qui peut venir. Donc l'idée, si vous êtes vous-même un parent intéressé, en tout cas venir parler de votre expérience et de vos besoins, ce sera donc du côté de Pontelecce. Et on aimerait bien la faire d'ici la fin du mois ou début novembre. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de rencontre. On peut venir en famille, bien sûr, avec ses enfants. L'idée, c'est de partager voilà, autour d'un repas, une après-midi tous ensemble, et de réfléchir à toutes ces questions de l'instruction libre, et de réfléchir en fonction de d'où on se situe, comment on peut essayer d'amener les porteurs de projets à concrétiser leurs projets, et les parents désireux d'une autre forme de scolarité pour leurs enfants, et les enfants aussi, les mettre en lien aussi avec les uns et les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ça aussi. Ensuite, à Ajaccio, demain, 16h, devant l'ARS, on fait une rencontre autour de la diffusion d'informations citoyennes. On propose aussi de se réunir par rapport à la relance du média Bouge ta Corse, qui j'aimerais bien devienne Bouge ta citoyenneté, pour sortir aussi du côté région, et puis toucher aussi bien des touristes que des insulaires, parce que de la citoyenneté, ça regarde tout le monde. Ça permet de parler politique tout en désacralisant ce mot aussi, et de se re-responsabiliser dans tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour essayer d'améliorer la situation. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi, j'ai pas demandé, parce que je parle pas très fort, mais voilà, sinon je peux parler un peu plus fort. Donc voilà, la relance du média Bouge ta Corse, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis maintenant 2013 qu'on l'a lancé. Ça fait 5 ans qu'entre une chose et d'autre, entre mes deux maternités, la création d'un restaurant, etc., on a continué de véhiculer l'idée, mais on a arrêté d'éditer un média papier, parce que c'est beaucoup d'énergie. Les gens n'étaient pas forcément encore prêts à accueillir un nouveau média 100% indépendant. C'était compliqué d'assumer, de communiquer là-dessus. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui s'est passé sur le passage aussi bien des gilets jaunes et des mesures anti-Covid, je crois qu'on a tous compris maintenant l'importance d'avoir un vrai média fait par les citoyens, pour les citoyens, de façon totalement indépendante des entreprises ou des politiques, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Donc demain à Ajaccio, à partir de 16h à l'ARS, je pense qu'on sera quand même présent un peu plus tôt, et on va commencer à tracter avant, mais voilà, 16h c'est l'heure de rassemblement, et un peu avant, je pense qu'on sera présent dans les rues d'Ajaccio, mais plutôt centre-ville. Donc pour finir ce petit live, je voulais vous présenter aussi quelques lectures, parce que vous savez bien que j'affectionne beaucoup plus le média papier ou l'information papier ou radio que l'information via médias et réseaux sociaux numériques. Voilà, on est en train de créer l'antenne Corse pour le mouvement éthique, EHTIC, donc pour émancipation humaine du totalitarisme informatique et cybernétique. Alors c'est un réseau qui est très très proche du réseau Écran Total, je vais vous en parler aussi, et j'ai une présentation de pièces et main d'œuvre, qui sont des livres et régulièrement édités. Je vais vous les montrer plutôt comme ça, parce que sinon ça va être à l'envers. Donc voilà, je voulais faire un peu de lecture et la présentation des quelques livres que j'ai ramenés du continent la dernière fois que j'y suis allée. Donc pièces et main d'œuvre. Ça, c'est le manifeste des chimpanzés qui est sorti il y a quelques années de ça. Voilà, je l'ai commencé, je n'ai pas terminé, mais je vous en parlerai bientôt. Et du coup, j'ai pas pu résister, j'ai commencé le dernier tome qui vient de sortir là, au mois d'octobre, Le règne machinal, et je peux vous dire, c'est pas piqué des vers, hein. Donc la crise sanitaire est au-delà,
Le premier tome, c'était sur le transhumanisme, et on est vraiment en plein dedans. Quand on commence à lire tout ça, on commence à vraiment trembler. Je ramènerai quelques exemplaires demain. Je voulais vous faire la lecture de celui-ci aussi, 5G face au conte de fées, le conte des fées. Et donc, bon, c'est une lecture un peu longue, donc je prendrai le temps de vous la lire dans un autre live. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour que je le fasse le plus rapidement possible, parce que je pense que c'est indispensable de faire connaître ce petit livre-là, parce c'est un bon condensé de la situation, et il est basé que sur des faits, pas sur du ressenti, et beaucoup plus clair que tout ce que j'ai pu voir à l'heure actuelle de disponible autour de ces sujets. Donc c'est le magazine Kéros qui en a fait l'édition, et je suis en train de demander les autorisations pour moi-même gérer l'édition de ce petit livre à destination de la Corse. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, poser des questions si vous en avez. Au contraire, moi je préfère quand c'est interactif. Et s'il n'y a pas plus de questions, donc je vais passer sur le dernier communiqué, non, l'avant-dernier communiqué du collectif éthique. Donc vous avez là la présentation, l'adresse et le contact. Émancipation humaine du totalitarisme informatique et cybernétique. Vous allez voir, c'est un jeune homme sur Montpellier qui est vraiment intéressant et très mobilisé autour de tous ces sujets-là. Il a de grandes connaissances, un grand réseau national aussi. Et voilà, il fait partie aussi des Amis de la décroissance, le journal de la joie de vivre, dont je vous parle déjà depuis quelques temps et dont je fais la distribution. Je vous remontre la couverture du numéro de ce mois-ci. Donc voilà, toujours sur la gestion de la crise sanitaire. C'est le journal le plus pertinent de France dans ce domaine-là. La critique de la gestion de crise, des solutions aussi pour vivre autrement. Donc vous retrouvez dans n'importe quel kiosque ou distribué directement dans les rues de Bastia. La décroissance avec donc le journal Bouge ta Corse en colportage pour recréer du lien aussi entre les citoyens. Donc voilà, le collectif éthique donc, a édité ce petit manifeste, c'était au mois de mars 2021, mais vous allez voir, il est d'actualité totalement. Donc la gestion de la crise sanitaire nous entraîne vers une société machine. C'est une petite interview, il n'y en a pas pour long à lire, hein, il y a une dizaine de pages, même pas. Donc je vous fais la lecture tout de suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on fera le point en fin de lecture. Ou alors je le mets comme ça. C'est plus simple. Ça ne va pas ma tête. Alors, la gestion de la crise sanitaire nous entraîne vers une société machine. Mars 2021. Pour l'éditeur Mathieu Amiec, penseur du développement des technologies, la crise liée au Covid constitue un effet d'aubaine pour les géants du numérique. Face à l'informatisation de toute vie sociale, face à la mise à l'arrêt ou presque de la vie démocratique, les citoyens se retrouvent aujourd'hui sans défense morale et politique. Sa réponse, une désobéissance concertée. Voilà un an que nous vivons sous le régime Covid. Un nouveau régime de relations sociales fait de perte du toucher, de disparition du festif, d'assèchement culturel et de recul démocratique. Un régime où le numérique s'impose à tous les niveaux, sans que l'impact écologique de cette mutation ne soit jamais interrogé. Pour Mathieu Amiec, penseur de longue date du développement des technologies, celle-ci est pourtant profonde. En 2013, déjà, il alertait dans un ouvrage collectif signé du groupe Marcuse. Marcuse, ça veut dire Mouvement autonome de réflexion critique à l'usage des survivants de l'économie. La liberté dans le coma, essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer, sur les menaces que fait poser la société numérique sur l'égalité et les libertés. Aujourd'hui, il s'alarme de la gestion technocratique et autoritaire de la pandémie. Coordinateur et cofondateur des éditions La Lenteur, petite maison créée dans le Tarn en 2007, Mathieu Amiec a publié de nombreux textes critiques sur l'évolution technologique de la sphère Internet au monde agricole, en passant par le nucléaire. Attendez, je crois que je bouge trop. Je vais peut-être poser le téléphone. Pardon,
Pardon pour cette petite coupure, on va continuer comme ça. Donc, en passant par le nucléaire, ainsi que par des ouvrages traitant d'anarchisme ou d'écologie politique. Entretien. Donc, Amélie Poinceau, c'est la journaliste qui interviewe. Télétravail, téléconsultation, visioconférence, click and collect, plateforme VOD, le Covid et l'isolement auquel nous avons été contraints ont démultiplié depuis un an à la place du numérique dans nos vies. Quelle trace cela va-t-il laisser? Mathieu Amiec. Non seulement les traces vont être profondes, mais la question est carrément de savoir si on assiste ou pas à une mutation de la vie sociale. Face à un bouleversement si rapide et considérable, on est tenté de regarder l'avènement Covid de manière hégélienne. Des forces historiques travaillaient de longue date à cette évolution vers une vie sans contact, largement informatisée, et il a suffi d'un choc, un mouvement de panique, pour que des parents soient prêts à ne plus embrasser leurs enfants, pour que des gens pensent protéger leurs aînés en les laissant seuls à Noël, pour qu'on trouve possible que des enfants masqués apprennent à lire et à s'exprimer avec des instits masqués. Il ne s'agit pas seulement du numérique, c'est tout un rapport au monde. L'historien américain Christopher Lauch avait bien analysé dès 1980 l'évolution des dispositions émotionnelles dans nos sociétés urbanisées et consuméristes. Il parlait de narcissisme, de moi assiégé, de la généralisation d'une mentalité de survie face à la multiplication des alertes écologiques, des risques de guerre et d'effondrements divers. Le numérique est devenu le support privilégié de ces évolutions psychocomportementales. On peut d'ailleurs se demander comment se serait déroulée une telle crise sanitaire à une époque où Internet n'existait pas, mettons en 1980. Il est certain que le scénario aurait été différent. À notre époque, cette crise a constitué un effet d'aubaine pour les géants du numérique. Une divine surprise, comme l'avait été la défaite française face aux nazis en juin 1940 pour la bourgeoisie anticommuniste et antisémite. Les traces risquent d'être profondes aussi sur le plan politique. Au nouveau régime de relations sociales correspond un nouveau recul de la démocratie. En Occident, nous vivons déjà des oligarchies plus ou moins libérales où restait la possibilité de protester, de faire reculer ou de négocier avec les pouvoirs en place. Depuis mars 2020, ce qui subsistait de vie démocratique est presque entièrement à l'arrêt. Les manifestations et plus encore les réunions publiques, les procédures d'informatisation et de consultation de la population, aussi insatisfaisantes soient-elles, sont empêchées. La gestion du Covid, la gestion de la crise sanitaire a un effet centrifuge. Elle éloigne les citoyens les uns des autres et leur enlève toute prise sur le marché du monde. Elle nous entraîne vers une société machine à tendance totalitaire. Question. Qu'entendez-vous par société machine? Mathieu Amiec. Je me réfère aux travaux du groupe Pièces et Main-d'œuvre. Ouvrez la parenthèse, site de bricolage pour la construction d'un esprit critique grenoblois. Donc ce sont les mêmes qui ont écrit le petit bouquin là, Le règne machinal. Donc je me réfère aux travaux du groupe Pièces et Main-d'œuvre, qui a introduit ce terme pour dénoncer le projet de Smart Planet d'IBM, c'est-à-dire couvrir la société et le milieu naturel de capteurs électroniques pour en rationaliser le fonctionnement grâce à l'intelligence artificielle. Quand on voit la façon dont l'épidémie est traquée en Chine et en Corée du Sud par des applications de smartphones et des caméras de vidéosurveillance qui permettent de retracer toutes les interactions sociales d'une personne testée positive, cela fait penser au fonctionnement d'une machine. Les projets scandaleux de passe sanitaire et autres passeports vaccinaux révèlent aussi de la société machine. En ce sens, un peu différent, penser que des enfants et même des étudiants puissent s'instruire avec un enseignement assuré par informatique révèle de la société machine. Un problème est que face à cette mutation menée tambour battant par un certain nombre d'industriels et de technocrates, la population est sans défense morale et politique. La numérisation de nos existences est encore rarement perçue comme un problème politique majeur. Les élus ne songent, dans le meilleur des cas, qu'à encadrer ce qu'ils considèrent comme des dérives.
Les mouvements sociaux n'ont jamais dénoncé cette numérisation comme un vecteur crucial de précarisation économique, d'augmentation des inégalités et d'affaiblissement des capacités de contestation populaire. Sur ce dernier point, c'est même plutôt le contraire. Pourtant, depuis 70 ans, des penseurs majeurs nous ont donné les outils pour politiser la question de la technique. Les écrits de George Orwell, Hannah Arendt, Gunther Anders, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, ou encore Lewis Mumford, permettent de saisir la concentralisation et la perte de liberté induite par l'informatique, y compris l'ordinateur personnel. Mais la gauche refoule cette critique fondamentale. Elle refuse de réfléchir au fait dramatique qu'une grande partie de ce qui est produit depuis plusieurs décennies est nocif pour la liberté, l'égalité, l'environnement. Le problème avait pourtant affleuré dans les années 1970. La dénonciation de l'aliénation au travail et du taylorisme était le centre de la révolte de mai 68. Les premiers mouvements écologistes, le journal La Gueule Ouverte, le groupe scientifique dissident Survivre et Vivre, avaient posé clairement le problème du contenu de la production industrielle et du rôle de la science dans la domination capitaliste ainsi que dans la catastrophe écologique. Mais assez vite, la montée du chômage a donné un prétexte parfait pour recouvrir ces questionnements vitaux. Le problème écologique a été éludé pendant 30 ans et quand il est revenu au premier plan, dans les années 2000-2010, l'industrie et la technoscience n'en étaient plus vues comme responsables mais porteuses de solutions. Aujourd'hui, les dirigeants politiques ne sont là que pour accompagner et stimuler le développement technologique. Nous vivons une technocratie. La gestion de la pandémie par le pouvoir des experts et la fuite en avant technologique illustrent ce renoncement à la démocratie. Amélie Poinceau. Cette place accrue de la technologie et du numérique avec le Covid ouvre-t-elle un boulevard à la 5G ? Ce déploiement ne pose-t-il pas de nombreux problèmes ? Mathieu Amiec. La détermination de l'État à déployer la 5G est très compréhensible. L'objectif est de démultiplier le débit d'Internet pour radicaliser l'addiction d'un grand nombre de gens au numérique et pour mettre en relation des milliards d'objets connectés. Seulement, il y a un imprévu. Une partie de la population se méfie de ce projet à tel point que certains politiciens se prononcent contre. Fait exceptionnel. Mais des personnes qui n'avaient jusqu'ici aucun problème avec l'usage intensif des technologies trouvent que cela va trop loin. À l'image du mouvement des Gilets jaunes, largement tributaire des réseaux sociaux, mais au sein desquels des mots d'ordre anti-5G étaient apparus. Et c'est vrai, la 5G marque un seuil important. Je ne pense pas tant à la baisse des temps de téléchargement des vidéos, mais surtout à l'automatisation accrue des process de production et de circulation des marchandises. La 5G est d'abord un projet industriel et logistique, mais elle a aussi une dimension politique. La surveillance de la population risque de s'affiner à travers la prolifération des petites antennes relais dans les rues et des caméras de vidéosurveillance avec système de reconnaissance faciale. La 5G pose donc la question du type de société que l'on souhaite. Société humaine ou société machine. Mise en chantier d'un projet démocratique ou despotisme hybride en Silicon Valley et Chine post-maoïste, est-il souhaitable d'éliminer au maximum le travail et les décisions humaines ? La 5G sera, par exemple, au service d'une agriculture dite 4.0 ou de précision, c'est-à-dire tendanciellement sans intervention humaine. Gestion automatisée des cheptels d'animaux, surveillance par drone et satellite des besoins des cultures en engrais et pesticides, robots de désherbage ou de pulvérisation. Alors qu'il faudrait produire moins mais avec plus de travail humain, en préservant et réinventant des savoir-faire manuels et des techniques conviviales, au sens d'Ivan Illich, nous nous dirigeons vers des niveaux de chômage technologique très élevés. Ce ne sont pas des projets de décroissance qui mettent de plus en plus de gens des classes moyennes et populaires sur la touche. Ce ne sont pas les projets de décroissance qui mettent de plus en plus de gens des classes moyennes sur la touche. Ce sont les promoteurs de la 4e révolution industrielle, dont nos politiques locaux font partie aussi, parce qu'il y a un moratoire, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il est vraiment respecté, et a priori, non.
Bref, je reprends. Enfin, se poser la question fondamentale de la puissance. Si la France ne passe pas à la 5G, puis à la 6G, elle risque de se retrouver en position de faiblesse, y compris militaire, par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, il faut assumer le choix politique, profondément éthique, d'arrêter cette course à la puissance. Seul un tel choix permettrait peut-être de freiner le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources. Dans son essai L'aigle, le dragon et la crise planétaire, Jean-Michel Valentin montre à contrario comment la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis verrouille la trajectoire de l'humanité vers la destruction de la biosphère. La journaliste. Est-il encore possible de s'opposer au déploiement de la 5G? Mathieu Amiec. Il faudrait pour cela un vaste mouvement populaire, au moins équivalent à celui des Gilets jaunes, qui mettent en son cœur la remise en cause de notre dépendance chaque jour croissante au numérique. Autant dire qu'on en est loin. Quelque chose aurait peut-être pu émerger dans un contexte non confiné. De ce point de vue aussi, le Covid-19 et sa gestion politique ont ouvert ou élargi un boulevard à la 5G. Actuellement, il n'y a presque pas de possibilité de réunion publique. Il y a par contre des antennes qui brûlent régulièrement. Il y a des prises de position d'élus locaux, de conseillers municipaux. Pourtant, tout a été fait pour que ces élus de base ne puissent plus s'opposer à la construction d'antennes de téléphonie mobile. Aujourd'hui, un maire ne peut pas faire valoir le principe de précaution contre la 5G. Il ne lui reste que des arguments urbanistiques et patrimoniaux. Dans ce contexte, l'arrêté de Fontenay-sous-Bois, commune du Val-de-Marne, dont la majorité municipale est issue de la liste Rassemblement de la gauche Vivre-Fontenay, est intéressant. Il ordonne la suspension du déploiement des antennes relais jusqu'à la publication du rapport de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, sous tutelle de différents ministères, sur les conséquences sanitaires de la 5G. Il annonce l'organisation de débats contradictoires sur la commune. Il donne beaucoup de place à l'impact écologique énorme du numérique. Émissions de gaz à effet de serre, pollution par les déchets, qui ne peut que s'aggraver avec la 5G. La journaliste. Le coût écologique est d'ailleurs un impensé de la gestion de la crise Covid. Mathieu Amiec. C'est un grand mensonge du XXIe siècle. Les technologies de pointe, l'informatique, l'intelligence artificielle sont présentées par les décideurs comme des moyens de freiner la catastrophe écologique. Le déploiement de la 5G contribuerait à ce qu'ils appellent la transition énergétique. Cette technologie plus sophistiquée et puissante ferait moins de dégâts que les étapes antérieures de l'industrialisation. Or, c'est impossible. Avec l'explosion du trafic que la 5G appelle, on consommera beaucoup plus d'électricité, on produira plus de puces RFID, de smartphones, d'écrans tactiles, d'antennes, de serveurs informatiques dans des data centers encore plus grands. Et donc, on aura besoin de plus de métaux rares, on ouvrira de nouvelles mines et on creusera plus profondément en dépensant plus d'énergie et en polluant davantage autour des sites d'extraction. Dans une tribune publiée l'an dernier, l'historien des techniques François Jarige expliquait qu'il n'y a pas de transition énergétique. Ce terme fait écran devant la seule question qui importe. Va-t-on continuer de produire plus en prétendant que la technologie nous permettra de maîtriser les dégâts? Ou va-t-on procéder à un inventaire collectif de nos besoins et y répondre par des moyens moins destructeurs en laissant s'affirmer d'autres conceptions de la vie? Amélie Poinçon. Quelle est votre réponse personnelle à tout cela? Dans l'ouvrage collectif auquel vous avez contribué, La liberté dans le coma, essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer, paru en 2013 et réédité en 2019 aux éditions La Lenteur, vous écrivez, ouvrez les guillemets, nous considérons qu'une vie sans Internet, sans appareils photo numériques, sans baladeurs musicaux, sans centrales nucléaires et sans TGV vaut plus la peine d'être vécue que celle que les humains endurent actuellement, et que tous ces artefacts sont incompatibles avec la liberté et la démocratie. Avoir un monde en partage implique que les gens aient encore du plaisir à se fréquenter directement, à s'aimer ou à entrer en conflit les yeux dans les yeux. Or,
Tout est fait aujourd'hui pour nous éviter cette épreuve du face-à-face. Fermez les guillemets. Avez-vous la même analyse en ce début 2021? Est-ce encore possible de se passer d'Internet? Mathieu Amiec. Avec mes collègues du groupe Marcuse, nous pensons toujours ainsi. Par contre, nous sommes, comme tout le monde, réduits à prendre le TGV ou à passer plus de temps sur Internet quand la société ne laisse pratiquement plus aucun choix. La possibilité d'échapper un tant soit peu à l'emprise du numérique dépend beaucoup du métier qu'on exerce. Mais rien ne sert de chercher à s'en prémunir seul. Il n'y a que des réponses collectives qui peuvent arrêter ce rouleau compresseur. Ma réponse personnelle, c'est donc de m'impliquer dans des groupes qui tentent de s'opposer à l'informatisation de toute la vie sociale par la désobéissance concertée. Ça, c'est important, les amis. Ainsi, le collectif Écran Total fédère depuis 2013 des résistances et des réticences au numérique dans différents mondes professionnels. Des profs qui refusent l'école numérique, des assistantes sociales qui s'opposent à la taylorisation de leur travail par des statistiques et des ordinateurs, des éleveurs hostiles au puçage électronique des animaux, etc. Des gens de toute la France s'y retrouvent pour échanger sur ce qui leur est insupportable dans leur boulot, dans le management et les normes qu'ils subissent, et on s'épaule mutuellement dans nos refus. C'est une expérience humaine très forte, mais ce n'est pas du tout miraculeux politiquement. Nous sommes tous sur la défensive et il faudrait être plus nombreux et inventifs pour tenir face à cette déferlante. C'est bientôt fini, 2 dernières pages. Jusqu'ici, la seule réticence à la numérisation qui a pris de l'ampleur et perturbé quelque peu la technocratie, c'est le rejet des compteurs Linky. Cela donne des pistes, surtout ne pas rester seul avec la peur de passer pour un blaireau rétrograde. Il y en a toujours d'autres près de chez vous. Pourquoi l'impact écologique de ce système numérique ne fait-il pas plus débat? La fable de la dématérialisation est extrêmement puissante. De nombreux écologistes ont cru ou croient encore que les technologies de pointe peuvent aider à la création d'un système productif moins destructeur. Même André Gorz, critique souvent acéré de la division du travail industriel, s'est fourvoyé dans cette illusion informatique à la fin de sa vie. Ces technologies ont quelque chose d'ensorcelant. Elles paraissent sublimer la pesanteur de la vie matérielle. Elles donnent l'impression de nous délivrer des contraintes du temps et de l'espace, des efforts physiques pour nous nourrir, des efforts moraux pour vivre avec les autres. On ne veut pas voir ce qu'il y a derrière l'écran, ni les dégâts sur la nature, ni les rapports de domesticité et l'exploitation abominable qui perdurent ou ressurgissent. Commander sur Amazon, par exemple, c'est s'éviter un déplacement dans un magasin, mais c'est aussi commander au sens propre, donner des injonctions. C'est de la néo-domesticité. Puis, la propagande est tellement massive. Pensons à la façon dont les voitures électriques ou à l'hydrogène nous sont présentées comme des solutions miracles par les grands médias et la pub. Que pèsent les voix dissonantes? Dans 10 ans, il sera évident que ces innovations déplacent et aggravent la catastrophe écologique. Mais ce sera trop tard parce qu'elles se seront imposées dans les usages. Amélie Poinceau. Dernière question. Cet hiver, il y a eu une autre épidémie, celle de la grippe aviaire, qui a conduit à l'abattage de près de 3 millions de canards dans le sud-ouest. Ces dernières décennies, les pandémies se sont multipliées à l'échelle de la planète. Observez-vous un parallèle entre la gestion du Covid et ces différentes épidémies? Il y a des parallèles à faire, c'est sûr. Je renvoie aux enquêtes de Lucille Leclerc qui parle de production industrielle des pandémies à propos des élevages géants. Pour la FAO, Food and Agriculture Organization, ou en français Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la réponse est de mettre en cause et menacer les petits élevages paysans et domestiques au nom de la biosécurité. Le renversement idéologique est total. Il est clair que ce sont les grands élevages industriels qui sont des nids à virus et affaiblissent l'efficacité des antibiotiques dont ils utilisent des quantités astronomiques.
Mais en France, cet hiver, les préfectures ont demandé aux maires de recenser toutes les petites basses-cours et de diffuser les mesures d'hygiène extrêmes typiques des fermes-usines dans les poulaillers familiaux. Ce credo de la biosécurité, ce soutien inconditionnel à la grande industrie, est-ce un effet de l'ignorance, du cynisme, de la corruption ou d'une folie bureaucratique? Effectivement, on peut se poser les mêmes questions à propos du Covid-19. Comment expliquer la focalisation obsessionnelle sur une vaccination improvisée, biotechnologique et aux effets radicalement incertains, alors qu'il y a tant à faire socialement pour améliorer l'immunité de la population et lutter contre les comorbidités chroniques que sont le cancer, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et rénales? Dans leur ouvrage de 2008, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, René Rissel et James Semprin anticipaient cette façon dont la société de masse traite ces catastrophes industrielles. Elle paralyse la réflexion critique par la peur et renforce les facteurs qui sont les causes profondes du problème. C'est ainsi qu'à un coronavirus de dangerosité modérée, on répond par des mesures qui accentuent l'extractivisme et la déstabilisation des écosystèmes, qui aggravent l'état de santé général de la population et son incapacité à se soigner sans moyens technologiques extravagants. L'idéologie hygiéniste, gestionnaire et solutionniste nous enferme dans un cercle vicieux apparemment durable. Voilà. C'était donc l'interview de Mathieu Amiec, réalisée par Amélie Poinceau et publiée dans le site Mediapart. Mathieu Amiec, la gestion de la crise sanitaire nous entraîne vers une société machine, le 13 mars 2021. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer vos textes aussi si vous trouvez qu'il y a des textes pertinents. Et comme voilà, il y a de moins en moins de gens qui lisent, et ce serait peut-être bien d'en faire une vidéo numérique. Après, si vous avez besoin de références et de différents contacts pour vous mettre en réseau, n'hésitez pas à passer par la plateforme Bouge ta citoyenneté. Et sinon, vous pouvez très bien nous écrire. Vous retrouvez dans le journal La Décroissance. Ici, vous avez donc en page 1, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Vous avez donc dans le courrier des lecteurs, vous avez les contacts des amis de La Décroissance. Vous les retrouvez donc ville par ville avec les numéros, les adresses, etc. Et donc ici même, vous avez le contact Corse ainsi que mon numéro de téléphone. Voilà, on se rencontre donc les premiers mardis du mois à Bastia et les troisièmes mardis du mois à Pont-Élec. Après, pour ceux qui ne peuvent pas venir le mardi, si vous, y a des gens motivés, on peut faire des réunions aussi sur le week-end ou en soirée comme vous voulez. Donc voilà, si j'ai pas de commentaires, si j'ai pas plus de participation, je veux vous laisser. Une demi-heure, c'est pas mal déjà pour un live et voilà, vaut mieux repartir dans des activités plus constructives. Donc n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à venir aux différentes réunions que j'ai présentées en début de live. Et puis voilà, hein, on se concentre, on essaie de s'autonomiser, de se rassurer les uns les autres. On sort petit à petit de tout ce qui nous pose problème, que ce soit par notre consommation, par notre façon de travailler, d'envisager l'économie. Et surtout, on essaie d'instruire nos enfants de façon révolutionnaire. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Porta, speranza et libertà. Ciao, ciao les amis.